Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co pour décrypter l'actu des plateformes de streaming et des séries. Et dernière émission de l'année, oui on va faire une petite pause après, c'est l'occasion de faire un petit best-of évidemment de ce qu'il y avait à voir sur les plateformes cette année. Si vous cherchez des séries à regarder, si vous avez des choses que vous avez laissées de côté parce que vous n'avez pas eu le temps, là c'est les vacances, vous avez quelques jours, vous êtes bien tombés, on a une belle sélection pour vous, vous allez voir. Deux invités ont préparé cette sélection, ils sont avec moi en plateau. Nora Boisouni et Florian Kess. Salut à tous les deux. Salut. Nora, qui mieux que toi pour clôturer cette année, puisque tu es donc la présidente de l'association des critiques de séries. Combien de séries t'as vues cette année ? J'en ai vu moins que les années précédentes, j'avoue. J'ai été un peu plus fine bouche là-dessus. Je suis un peu plus blasée, peut-être un peu plus... Ouais, je pense que je sélectionne plus qu'avant et je suis un peu moins dans la course aux séries parce que j'ai décidé de... Voilà, je fais plus beaucoup de critiques, voire plus. Privilégier la qualité. Ouais, je privilégie la qualité de façon plus personnelle que professionnelle. Voilà. Florian, en face, journaliste série pour Tétu. Est-ce que tu as une idée de ton décompte, toi ? Pareil, moins que l'année précédente, je pense, mais aussi parce que pas mal de propositions décevantes en fait. Souvent, je regarde le premier épisode toujours pour un peu prendre la température. Bah là, j'ai pas été très convaincu par beaucoup de séries. On va en discuter. Est-ce que le millésime 2023... Florian qui est membre aussi de la CS. Oui, tout à fait, évidemment. Comme beaucoup des invités qui passent sur ce plateau, l'éminente association des critiques de séries est bien représentée dans l'épisode suivant. Je vous propose d'y aller, on va en parler. Les séries de l'année, on en parle tout de suite. Et avant d'attaquer le best-of des séries, un petit commentaire général justement sur ce millésime 2023. Qu'est-ce que vous retenez de l'année sur les plateformes de streaming tous les deux ? Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on retient on va passer par le positif, je pense en premier. La France, je trouve qu'elle a été au niveau cette année, notamment je trouve en termes de diversification des genres et beaucoup plus d'audace. Et ça se situe autant au niveau des chaînes de télé classiques que des plateformes de streaming. On en parlera je pense un peu plus après, mais il y en a certaines qui sont vraiment sorties du lot, autant du côté dans le registre comique que dramatique. Donc ça fait plaisir de voir que la France ose enfin prendre des risques, parce que c'est souvent ce qui lui est reproché d'être un petit peu dans des genres, toujours peut-être de l'enquête, enfin ce qu'on fait bien. Les séries familiales, les séries policières. Ouais. C'est ça. Et mais après, moi ce que j'ai remarqué surtout, c'est plutôt du côté de Netflix, où je trouve que le bas blesse totalement. Enfin, il n'y a pas eu de hit, j'ai l'impression cette année, en tout cas de série qui a vraiment... engagé de l'écho en fait tout simplement. Ou bien c'est des spin-offs de séries existantes, Queen Charlotte, enfin des choses des choses qui existent déjà, un univers qui existe déjà finalement. On parlait la semaine dernière, Margot qui était invitée nous disait sa déception sur la dernière saison de The Crown par exemple, qui est une série emblématique de Netflix, qui n'a pas marqué finalement les esprits peut-être autant qu'on aurait pu le penser. Netflix qui continue finalement sa stratégie de quantité et peut-être pas autant de qualité que... Oui, qui vient de sortir des chiffres pour la première fois. Alors, dans quelle mesure on peut croire ces chiffres, on peut leur faire confiance. En tout cas, ce qu'on voit dans ces chiffres, c'est que les séries qui ont le plus marché d'après les chiffres de Netflix sont... Queen Charlotte, The Night Agent sont des espèces de blockbusters qui, pour le coup, ont eu une campagne de com, contrairement à énormément de pépites Netflix. Enfin, énormément, il n'y en a quand même pas non plus des masses, mais à certaines séries qui mériteraient d'être plus mises en avant. Sur ce que dit Florian sur les séries françaises, je le rejoins tout à fait. Après, moi, mon regret encore, c'est que certaines séries qui, justement, sont des petites pépites à la française, justement de genre aussi, et on en parlera après, on a des exemples plus précis, ne bénéficient pas justement d'une grosse couverture médiatique parce qu'il n'y a pas eu de grosse campagne de com. Donc pareil, on a des blockbusters dont on va parler aussi, mais il y a certaines séries qui auraient mérité de ne pas être finalement presque enterrées sur des plateformes qui n'ont pas beaucoup d'audience ou peut-être pas beaucoup de budget, entre guillemets, pour la com. Enfin, je me dis guillemets. Mais il y a un peu un pas truc... beaucoup pour le budget, mais... C'est un peu... Enfin, la poule ou l'œuf, quoi. C'est en fait, il y a une demande en fait de diversification du contenu français. Il est là, mais les gens sont pas là au rendez-vous en fait pour le consommer. Ouais. Du coup, on se dit en fait. Est-ce que c'est la faute des plateformes qui le promeuvent pas assez ? Est-ce que c'est finalement les gens qui demandent mais qui ne regardent pas ? C'est un peu le fameux truc d'Arte où tout le monde dit qu'Arte c'est la meilleure chaîne, mais quand on regarde les audiences d'Arte, il n'y a pas tout le monde qui regarde Arte. Il y a un souci de promotion, c'est sûr. Cher Tendre, qu'on a beaucoup récompensé au dernier prix de la CS, c'est vrai que c'est une série. Les scénaristes, les actrices, la créatrice de la série nous l'a dit à la cérémonie qui a eu lieu fin novembre. Elle nous a dit, mais en fait, sans les journalistes série, cette série n'aurait pas existé, en fait, n'aurait pas eu le succès qu'elle a pu rencontrer, qui est modeste dans le sens où c'est pas une série qui a fait des millions de spectateurs, spectatrices, mais en fait, on a vu tout le casting et l'équipe
était hyper contente et content Totalement, parce qu'on nous a dit, mais en fait, sans vous, cette série, c'est vraiment les journalistes, les critiques séries qui ont porté, qui ont fait connaître en fait cette série grand public. Et c'est ça en fait que nous, on aime faire en tant que journalistes et critiques séries, c'est de dénicher des choses et de donner une existence en fait à des séries qui, en fait, autrement, vont être très 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 rapidement oubliées et vont avoir un écho relativement modeste. Et bien justement, je vous propose qu'on attaque cette liste avec votre sélection à tous les deux pour vos coups de cœur 2023. Vous allez voir, c'est très varié, il y a beaucoup de choses. Même moi, il y a des séries que je n'avais jamais même pas entendu parler. On va quand même commencer par la plus connue. Je vous propose d'attaquer par Succession, le mastodonte américain. Petite série qui s'est terminée. C'est fini, Succession, la saison 4, c'était sur HBO, a tiré sa révérence. Un chef-d'œuvre jusqu'au bout, selon vous. Attention peut-être aux spoilers aussi pour ceux qui nous écoutent, parce que si vous n'avez pas vu la saison 4, il y a quand même des événements. Ça fait longtemps qu'elle est sortie. Bouchez-vous les oreilles une minute ou deux. Voilà, chef-d'œuvre jusqu'au bout pour vous, cette série. Pour moi, de bout en bout, en fait. C'est surtout ça. Dès la saison 1, la qualité était là. Elle a été jusqu'à la 4. Et la tenir sur 4 saisons, déjà, c'est un pari, je trouve, énorme. C'est vraiment un exploit. Ça se fait plus trop, de manière générale. Et je pense qu'on est là sur la dernière grande série HBO, ça c'est sûr. On est dans la lignée des Sopranos et de ces séries, je pense, qui auront un héritage dans les 10-20 années à venir, je pense, côté HBO et même au-delà, à l'échelle des séries en général. Et cette dernière saison, moi je trouve qu'il y avait un côté qu'on avait avec Game of Thrones, et entre-temps, il n'y en a pas vraiment eu, mais ce côté un petit peu rendez-vous, des discussions avec les amis, les collègues, chaque etc. semaine, on attendait l'épisode. C'est ça, et ça fonctionnait, ça c'est l'effet HBO. Des théories, quoi. On avait des théories sur cette série, quoi. Comment ça va se finir, en fait? Qui va être sur le trône, encore en fait? Est-ce qu'il va y avoir Est-ce que lui, en fait, il est honnête? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire un coup de billard à 10 bandes depuis le début de la saison 2, en fait? Et je suis d'accord avec Florian sur tout ça. Pour moi, c'est même une des plus grandes séries. Parce que là, est-ce que c'est une série noire qui marquera l'histoire des séries pour toi? Oui, mais c'est exactement ce que Florian a dit. C'est une série qui, en termes de casting, en termes d'histoire, de rebondissement, de dramaturgie, en fait, renouvelle aussi certains codes. J'ai trouvé, en fait, c'est une série que j'ai trouvée originale finalement, alors qu'on n'arrêtait pas de nous rebâcher avec c'est du Shakespeare, c'est Shakespeare à l'écran. Enfin, moi, ça a commencé un petit peu à m'énerver sur ce côté, c'est shakespearien. Bon, je dis pas que ça l'est pas. En fait, c'est juste que peut-être qu'on peut arrêter de convoquer des choses du XVIIe siècle pour parler de séries très modernes, comme si en fait on s'était complètement inspiré de ça. Oui, voilà, c'est un grand drame. C'est Shakespeare ou pas Shakespeare. C'est une bonne comédie aussi, il faut le dire. Et justement, j'allais dire, les dialogues sont d'une qualité, d'une drôlerie. Les insultes sont extraordinaires. Ça me rappelle VIP. Et c'est pas pour rien quand on voit l'héritage de cette série et qui l'a fait. Et le casting. En fait, c'est rare d'avoir un casting avec que des gens qu'on trouve exceptionnels. C'est vrai qu'il y a un ensemble personne ne dénote, assez fou. Personne n'est en dessous, en fait. Et une vraie série HBO, finalement, comme tu disais, dans la lignée des plus grandes séries de l'histoire, peut-être. On va voir quel sera le successeur de Succession sur HBO. Oui, j'ai travaillé cette blague pendant très longtemps. Oui, il y a de l'écriture aussi ici. On va enchaîner, parce qu'on a beaucoup à regarder. On va changer d'échelle, changer de pays. On va passer sur Arte, une série française qui t'a marqué, Nora, cette année. C'est Polar Park. On en avait un petit peu parlé dans l'émission. Polar Park, c'est quoi et pourquoi ça t'a plu? Alors déjà, très beau succès d'audience pour Arte qui a communiqué dessus. Donc sur une série comme ça, c'était pas évident. C'est une série de Gérald Eustache-Mathieu qui est adaptée de son film Poupoupidou en 2011 que je n'ai pas vu, donc je ne vais pas faire semblant d'avoir tout vu. Mais on retrouve les mêmes personnages. Donc on retrouve Jean-Paul Rouve qui joue le romancier David Rousseau, qui écrit des polars scandinaves. On retrouve l'adjudant Louveteau qui est joué par Guillaume Gouix. Ça se passe dans le village de Mout. Mouthe, qui est dans le Doubs, qui est réputé, et qui existe vraiment, qui est réputé le village le plus froid de France. J'ai appris des choses. Donne envie d'y aller. Très envie d'y aller. C'est une série policière. On voit, donc c'est des meurtres un peu chelous, donc il y a une oreille coupée qu'on trouve dans un parc qui s'appelle le parc polaire, littéralement, qui existe vraiment aussi. Et donc ce romancier-là, qui se prend vraiment pour un flic, puisque il a un personnage qui est un détective dans ses romans, va commencer à vouloir enquêter. Il est là-bas pour une raison familiale et il va vouloir enquêter sur l'affaire. Donc il va un peu contrecarrer les plans de l'adjudant Louveteau qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous là? En fait, tu n'es pas le héros de tes livres. » Et il rencontre une galerie de personnages franchement délicieux. India Air, qui joue une prof qui est fan de lui. Moi, j'adore India Air. Je voudrais la voir dans toutes les séries et les films. Je trouve cette actrice exceptionnelle. C'est un appel qui est lancé au producteur. Non, mais vraiment, en fait, chaque fois que je la vois, je la trouve géniale. Donnez-lui des premiers rôles, si elle en veut. Elle mérite des premiers rôles. Donc, c'est une série qui est très décalée. Elle est très drôle. Il y a un humour très décalé. C'est pas une série glauque. Il y a aussi un personnage qui est joué par Nikki, qui est une chanteuse. Et je voulais noter le nom de la personne qui
qui chante vraiment, parce que c'est pas elle qui chante les chansons. Et vous le trouvez sur Internet, la BO est disponible sur les meilleures plateformes d'écoute. La BO est fabuleuse, la chanteuse est vraiment géniale. Et on le voit dans les images qu'on peut découvrir. Il y a beaucoup de références à Fargo, il y a beaucoup de références à David Lynch, à Twin Peaks, des références à Blue Velvet, justement, avec les scènes de chansons. Il y a une scène où Jean-Paul Rouve a une bûche dans les mains, donc comme la Log Lady de Twin Peaks. Enfin, il y a énormément de références. C'est très référencé, mais c'est pas une collection de références, c'est pas un catalogue hommage. En revanche, c'est une série que j'ai trouvée, moi, où j'ai vraiment eu envie de voir la suite très vite. Donc j'ai bingé la série parce que je trouve qu'elle est facilement bingeable dans le sens où on n'a pas un trop plein. C'est pas du suspense superficiel, artificiel, ça pardon. se regarde bien. Ça se regarde bien. Et puis, il y a un côté très décalé, donc il peut un peu décontenancer. Déjà, on dit, mais le premier épisode, il est un peu bizarrouement joué. Mais c'est l'effet voulu. Et je trouve qu'au deuxième, on trouve un peu plus le rythme de croisière. En tout cas, le duo Guix et Rouve fonctionne très bien. Je trouve Jean-Paul Rouve exceptionnel aussi là-dedans. Donc, je recommande cette série sous un plaid parce qu'il fait vraiment froid dans Polar Park. C'est parfait c'est une petite série d'hiver. C'est à retrouver donc sur la plateforme d'Arte, donc arte.tv. Notez bien cette référence. Une autre série française pour enchaîner. Cette fois, c'est toi, Florian, qui a un coup de cœur pour cette série. C'est Sambre sur France.tv. Ça a été une petite claque parce que déjà, le propos, on est dans un registre beaucoup plus dramatique. Il n'y a pas de côté décalé comme dans ta série, Nora. C'est vraiment, on revient sur une affaire. En fait, c'est inspiré, ils disent, de faits réels, mais c'est vraiment, on va dire, une reproduction qui a été faite de l'affaire donc, du violeur de la Sambre. Donc, c'est un homme, Dino Scala, en fait, qui a sévi, qui a commis une 50aine de viols, d'agressions sexuelles. Il y avait le même mode opératoire et ça s'est étendu pendant 30 ans. Et en fait, pendant 30 ans, il y a eu cette enquête. Pendant un moment, elle a été classée, elle a été réouverte. Et c'est un peu, ça souligne en fait toutes les errances, on va dire, du système de police qui n'a pas réussi en fait à attraper cet homme parce qu'il était en fait tout simplement très intégré dans sa communauté. C'était un père de famille, personne ne le soupçonnait. Enfin bref, on a déjà vu beaucoup d'histoires de séries totalement fictives là-dessus. Là, c'est inspiré d'une vraie histoire. Il y a quelque chose d'assez glaçant en fait parce que comment c'est mis en scène. Donc c'est réalisé par Jean-Xavier de l'Estrade qui avait fait notamment 3 fois Manon sur Arte, mais qui avait fait aussi Laetitia, qui était donc sur une affaire un peu similaire en tout cas. Et il y a ce côté, pas documentaire, mais il y a un truc très proche de l'humain, on va dire en tout cas. Il n'est pas dans la dramaturgie exacerbée. Et c'est ça qui fonctionne. Et quand on l'a fini, on se dit, ah oui, merde, ok. Il y a quand même des choses comme ça qui se passent dans notre monde. Et je pense que c'est aussi ça aussi le pouvoir des séries, c'est de pouvoir nous ramener un petit peu les pieds sur terre, quoi. Et puis c'est aussi effectivement un bon exemple de ce que peut faire la production télé française. Totalement. Certes, reste dans un registre proche du policier, des choses qu'on sait faire, mais en allant dans d'autres... Ça prouve qu'elle peut innover avec un genre avec lequel elle est déjà à l'aise, en fait, tout simplement. Donc de partir sur cette approche-là plus humaine et moins policière, avec des ressorts qu'on a déjà vus et revus. Et ces deux séries ont un point commun d'avoir derrière un auteur avec une vision, et il n'y a pas de mystère. Quand même, ça change tout quand c'est bien écrit, quand il y a une direction artistique claire. Forcément, les séries sont aussi plus intéressantes. Donc ça s'appelle Sambre, c'est à voir sur la plateforme de France TV, France.tv, gratuitement, donc profitez-en. On va remettre un petit peu de légèreté quand même sur le plateau. C'est la fin d'année, on a aussi envie de voir des choses un peu légères en famille, avec une comédie Abbott Elementary, sorte de ce que j'en ai vu, peut-être de Parks and Rec de l'éducation. Est-ce qu'on peut oser cette comparaison? C'est sur Disney+, un documentaire à la The Office ou à la Parks and Rec avec des gens qui brisent le 4e mur, qui parlent à des caméras. Donc il y a comme si une équipe documentaire venait filmer leur quotidien. Donc ça se passe dans une école à Philadelphie, une école avec des gamins, donc une école primaire, avec des gamins qui viennent de milieux plutôt défavorisés, donc des profs qui font avec des bouts de ficelle en fait, avec des salles de classe qui sont pas forcément hyper agréables, avec zéro budget en fait, un peu les laisser pour compte de la politique éducative et scolaire américaine. La grande innovation de cette série, c'est quand même un casting noir. À 99,9%. Dans l'équipe scolaire et pédagogique, il n'y a que 2 personnes blanches. C'est Quinta Brunson qui joue le rôle de cette jeune prof qui arrive, qui est la créatrice de la série, qui est une des scénaristes, qui a été multi-récompensée depuis la première saison. C'est d'une drôlerie. Pareil, les dialogues, c'est des pépites, quoi. Vraiment, moi, c'est une de mes comédies préférées de ces dernières années. Je ne peux pas le dire autrement. Il n'y a pas eu un écho fou en France, j'ai l'impression. Non. Encore pas de promo, en fait, tout simplement. En fait, il y a ça. C'est comme Disney et il y a eu 0 promo. C'est vrai, tu as raison. Parce que c'est pas une production pas originale, en tout cas, de Disney+. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils l'ont pas mis en avant. Ils l'ont juste ajouté au catalogue. Mais ce qui est génial, en fait, je trouve, c'est que c'est hyper régressif. Ça renvoie, en fait, je trouve, à cette ère de sitcom, documentaire qu'il y avait plus dans les années jusqu'à la début 2010, on va dire, ça s'est arrêté là un petit peu, c'est là que ça a commencé à s'essouffler. C'est ça.
Et ça fait un peu, c'est la seule en fait qui subsiste en fait, qui résiste en fait à cette disparition-là, de ce genre-là, et en plus avec un format qu'on voit plus trop, c'est-à-dire 22 épisodes par saison. Bon là, la saison 3 elle sera réduite à cause de la grève des scénaristes qu'il y a eu cette année. Il y en aura que 13. L'année prochaine, la saison 3. C'est ça. Et sur 22 épisodes, ça prouve qu'en fait, il y a des séries avec ce genre-là et ces thématiques-là, ça fonctionne en fait. Donc il faut que. Enfin, parce qu'il y en a des fois qui fait du bien en plus. Il y en a un peu marre des séries qui durent que 6 épisodes. Bah, ça dépend, parce que parfois on est content de. Oui, quand c'est 6 épisodes d'une heure et demie, ça va. Mais là, non, mais c'est vrai que ça fait plaisir de les retrouver. Enfin, chaque semaine, on se dit, on en a pour 22, trop bien quoi. Et en fait, quand ça s'arrête, on se dit, ah déjà, sauf que non, pas déjà, c'est 22 épisodes. Et ce qui est la preuve que quand une série est hyper bien écrite et que le casting est au rendez-vous, bah, les spectateuristes sont aussi au rendez-vous et ça fait. Et je suis d'accord, il y a un côté doudou avec cette série. Totalement. On s'attache à tous les personnages, ils sont quand même caricaturaux, mais c'est ça qu'on aime, comme dans The Office, comme dans Parks and Rec, et les retrouver, les voir aussi évoluer sur certaines choses. Alors juste pour dire aux gens, c'est une série, on peut la prendre même en plein milieu, il y aura quand même des fils, des arcs qu'on va pas tout à fait comprendre, mais ça reste des choses qui se résolvent finalement. Il y a toujours une petite morale à la fin de chaque épisode qui parfois est un petit peu trop cheesy, mais qui fait du bien quoi. En tout cas, contrat dans ce genre série à mourir de rire. Il n'y a que 2 saisons, donc c'est le moment de monter dans le train sur le train d'Abbott Elementary avant le début, donc en février je crois de la 3e saison sur Disney+. On va faire un petit détour, on va changer de genre, on va passer par l'animation cette fois, puisqu'il y a des très bonnes séries animées aussi. Pour adultes, je précise, c'est pas que pour les enfants l'animation, on a parfois tendance à l'oublier. Ça se passe sur Netflix, Nora, c'est une série que tu as beaucoup aimée, ça s'appelle Blue Eye Samurai. Et oui, alors restez là même si vous n'aimez pas les animés, si vous n'aimez pas les mangas, etc. Moi, c'est une série qui était passée sous mon radar, alors que le CM de Netflix sur Twitter fait très bien son travail et met vraiment aussi en avant des tweets de gens qui regardent des séries qui ne sont pas forcément très plébiscitées ou qui n'ont encore une fois pas eu beaucoup de promos. Moi, j'avais pas vu de promo sur Blue Eye Samurai. C'est un studio français, donc c'est pas une série française, mais c'est un studio français qui s'appelle Blue Spirit, qui fait l'animation. Mais j'ai vu cette série, je l'ai regardée parce que j'ai vu des critiques américaines du New York Times en parler. Je me suis dit, alors il y a quand même quelque chose à aller regarder. Ça se passe à l'ère Edo, au Japon, donc 17e, 19e siècle. On ne sait pas en quelle année exactement, je n'ai pas vu l'année. On suit Misu, qui est un samouraï qui s'avère. Voilà, il y a un petit reveal à la fin de l'épisode 1, mais dont on se doute pendant tout le premier épisode, qui a les yeux bleus, qui est métisse, en fait. D'accord. Qui est donc le fruit d'une relation. Alors on comprend que la relation n'était pas forcément très consentie. Entre un homme blanc, et à l'époque, les hommes blancs, il y en a une poignée seulement sur le territoire japonais à cette époque-là, l'ère Edo, et une femme japonaise. Et donc, cette personne, Misu, est considéré comme un genre de démon. Enfin, il y a un racisme crasse, qui d'ailleurs ne se cache pas dans tous les épisodes. Depuis l'enfance, en fait, Misu est considéré comme un monstre, un démon, vraiment un animal, est traité comme tel. Et Misu a une vengeance personnelle. On retrouve plusieurs personnages. Donc la série est créée par un couple américain et je crois que la femme est japonaise ou d'origine japonaise. Et j'ai oublié le nom du créateur. C'est lui qui a produit Heroes. Et d'ailleurs, on retrouve une des voix de Heroes, bien connu, qui jouait Hiro Nakamura. Bien sûr, on adorait. Voilà, et qui joue Ringo, qui va être le compagnon, l'apprenti, le disciple de Misu dans sa quête vengeresse. On retrouve d'autres personnages, donc c'est une série où il y a, on va dire qu'il y a à peu près 3 histoires dans cette série, qui est d'une beauté. Ça a l'air splendide. Moi, j'ai regardé que la bande-annonce, mais j'ai très envie de la regarder. Elle est dans ma liste pour Noël. Là. Alors, attention, c'est pas du tout une série pour les enfants. C'est extrêmement violent et graphique, comme on dit. Il y a des bras coupés, des doigts coupés, à peu près à chaque épisode, voire des têtes coupées. Donc, c'est très sanguinolent, c'est très violent. Même les dialogues sont violents. Mais ça parle, parce qu'on a aussi une princesse qui a un arc à elle toute seule, donc on retrouve plein de personnages qui ont des prérogatives différentes et qui ont un but, donc on voit si ils ou elles vont atteindre leur but. Et il y a un discours sur le choix, comment mène sa vie, et il y a un discours aussi sur les femmes à cette époque-là, puisque la princesse, elle est quand même vouée à se marier avec quelqu'un qu'on a choisi pour elle à cette époque-là. Donc, voilà. Et sur la violence des hommes avec un petit H. Il y a énormément de questions, c'est une série qui aborde aussi la politique du Japon, et je la trouvais très intéressante. Et surtout, vraiment, c'est un plaisir pour les yeux. On va foncer à regarder ça. Du coup, moi, je sais que je vais le faire pendant les vacances. Ah oui, et juste parce que je crois que tu aimes bien Pen 15, toi. Ouais. Et l'actrice qui double Misu, c'est Maya Erskine de Pen 15. Pour les gens qui aiment Pen 15, on retrouve donc la voix de Maya. Série film. Donc, c'est sur Netflix, ça s'appelle Blue Eye Samurai. On va revenir en France maintenant avec une série qui s'appelle Killer Coaster. Cette fois, donc série déjantée de Prime Video qui réunit la famille Lamy.
hein, si je ne me suis pas trompé, Alexandra Lamy, bien sûr, Audrey Lamy qu'on connaît, et Chloé Jouanet, qui est la fille d'Alexandra. Vous avez tous les deux aimé, je crois, Killer Coaster. Pourquoi? Ah ouais, c'était un coup de cœur. Déjà, il faut savoir qu'elle a été donc créée par Nicolas Lange, qui a créé Derby Girl, qui était sur France TV Ouais. Slash, sur un groupe voilà, de meufs qui font du derby, tout simplement. Génial, Qui était génial, et c'est le genre de comédie qu'on ne voit pas en France, tout simplement parce que ça va dans l'absurde, c'est du grotesque par moment, et en même temps c'est très bien écrit. Et dans Killer Coaster, donc ce qui s'y passe, donc Alexandra Lamy, elle joue Sandrine, qui est une contractuelle, voilà, pas très débrouillarde, on va dire, mais qui a envie de plus et qui décide de s'immerger en fait dans le milieu forain à Palavas-les-Flots en 1998. Et pour résoudre en fait une disparition. Donc tout commence avec une disparition là-bas. Sauf qu'en fait ça prend une ampleur petit à petit, parce que le milieu forain, il y a des clans qui s'affrontent, il y a des coups bas, et une figure dans l'ombre, voilà, qui commet des crimes, on va dire. Je vais pas dire ce qui se passe, mais voilà. Ok. Et donc cette contractuelle va venir là pour essayer de résoudre l'affaire, va se créer une autre identité et s'immerger totalement donc, dans ce milieu. Et c'est totalement absurde, mais en même temps c'est bien écrit, parce qu'il y a vraiment, c'est un côté un peu whodunit, donc un peu à la Cluedo, on doit essayer Ouais. de trouver qui fait ça. Donc il y a toute une galerie de personnages, on a des suspects, et tout s'imbrique petit à petit, et donc la famille, le clan Lamy, on va dire, se retrouve. C'est vraiment les trois personnages féminins, même personnages principaux tout court en fait, et les trois un peu vont s'associer pour essayer de résoudre l'histoire. Et ouais, c'est un humour, j'ai envie de dire, un peu américain, en tout cas qu'on retrouve dans certaines comédies américaines, qu'en France on voit jamais, et qui assume d'être bête, mais on sent l'intelligence derrière la bêtise, et ça qui fait plaisir et qu'on voit beaucoup trop peu, je trouve, dans les séries françaises. Oui, le côté potache, en fait, C'est ça. qui est un genre mésestimé, où on a l'impression que c'est, comme tu dis, il y a un côté bêtise, oh, c'est stupide, bah non. Et j'aime bien aussi l'esthétique de cette série, parce que c'est les années 90. Ce que j'allais dire, ouais, il y a- On joue à je sens qu'il y a une mort partie sur de les réalisation joggings en aussi, éponge, ouais. avec écrit sexy dans le bas du C'est dos, Du les meilleur goût. maquillages et tout. Enfin, et c'est vrai que le genre de série qu'on aimerait voir plus. Et Derby Girl, Chloé Jouanet joue dedans un des Ouais. rôles principaux de Derby Girl, pardon. Et ouais, ça fait plaisir de retrouver cette ambiance-là. Et ben une autre série française à mettre dans la hotte pour les vacances, donc Killer Coaster sur Prime Video. On pouvait pas faire un best-of de l'année sans parler d'une autre grosse série américaine qui a pour le coup pas mal fait parler. La Disney+, ils y vont à fond sur la promo. C'est The Bear. La série sur le monde de la restauration, de la cuisine. Saison 2 sortie cet été. Vous avez aimé, vous en avez pensé quoi? Qui commence? Alors, Ah, là, il y a débat peut-être. moi, j'ai détesté cette Ah. saison 2. Ah. Et je pense que je suis la seule personne au monde, Ouais, apparemment. c'est vrai. à détester. Mais alors, vraiment, je l'ai Notre présidente détesté. n'approuve quoi. pas. Mais elle est dans le best-of Voilà. parce que. Alors, on va commencer, parce que si elle est dans le best-of, c'est que quelqu'un sur ce plateau l'a Bah aimé. oui. Et c'est Florian, du coup. Florian, pourquoi il faut continuer de regarder The Bear sur cette deuxième saison si on a un peu lâché après la première? Déjà, il n'aurait pas fallu lâcher, en fait, après la première, tout simplement, parce que je trouve que c'est vraiment dans la continuité de la première, et ça continue en fait d'explorer, toujours le deuil, parce que c'était vraiment la thématique principale de la première saison, donc ça y est toujours ici. Mais je trouve que ce qui est génial avec cette série, ce qui m'a beaucoup plus plu en saison 2, c'est vraiment le traitement des dynamiques familiales, en fait. Ouais. Parce que c'est quand même une famille très très chaotique qu'on retrouve à l'écran, avec beaucoup de traumas, évidemment, qu'on a vu en saison 1, qui sont davantage creusés. Et pour moi, déjà, la saison 2 est une réussite juste avec l'épisode 8, en fait, qui est vraiment un épisode à part. Nora, je vois ta tête, je sais que tu l'as pas trop apprécié. Où il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de guests, c'est peut-être un épisode aussi un petit peu m'as-tu vu, mais c'est un épisode de Noël, voilà, dîner de C'est Noël, vrai. tout le monde, et c'est le moment, la famille se retrouve, l'effervescence fait que ça crie, ça parle fort, il y a du règlement de compte, et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup parlé, en fait, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment une exploration de la famille qu'on trouve trop peu, en fait, et ça m'a fait plaisir de le voir, et c'est surtout C'est très vrai que bien la joué. saison 2 assume peut-être même plus le côté famille que cuisine, Ouais. restauration, parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment de resto, parce que le resto est en rénovation, Ouais. reconstruction, etc. Donc il y a des recherches culinaires, mais c'est très centré sur les personnages, peut-être plus que sur l'odeur des grilles et autres. Nora, toi, t'as pas été embarquée là. Alors, non, en fait, Le la menu série, t'a pas plu. la série devait avoir une saison. Et je pense que ça aurait été bien de s'arrêter à une saison. Pour moi, ça, c'est la saison de trop, c'est une erreur. Je trouve que rien ne va. Je trouve que la réalisation est d'une ringardise incroyable. La musique mélo, elle est beaucoup trop présente. Il y a une dynamique, il y a un couple qui se forme dans cette saison entre le héros et une femme qu'on ne connaît pas, qui débarque comme ça, qui revient. Elle est d'une mièvrerie, ce personnage n'existe pas. Je trouve le personnage principal insupportable. C'est un homme violent avec ses employés. Il est d'une violence physique et verbale, surtout verbale. Moi qui travaille sur les violences en cuisine et sur le milieu de la restauration, cette série me pose un énorme problème parce qu'elle normalise. Elle reproduit énormément les.
Et on me dit oui, mais ça se passe comme ça. Je dis oui, non, mais d'accord, mais là on le normalise, c'est-à-dire que la dynamique entre Sydney, sa seconde, et lui est toxique. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Bah en fait, dès que je te parle comme à une merde, après je fais comme ça veut dire je m'excuse et puis basta, on passe à autre chose. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est pas remis en question, quoi. C'est exactement. En fait, on ne remet pas en question ces violences-là. Ensuite, j'ai trouvé que c'était une série pénible à regarder et à écouter surtout, parce que alors, l'épisode de Noël, moi, ça a été l'apothéose en termes de je ne peux plus. En fait, il y a trop de bruit. Il faut s'accrocher. La première saison, c'était quand même déjà énormément. ça. Et ce qui m'a. Enfin, je termine parce que j'ai quand même beaucoup de choses négatives à dire, mais on va pas faire une demi-heure sur cette série, surtout que j'aime pas. Effectivement, là, ils sont en train de rénover. On va spoiler du coup la fin de la saison 1 parce qu'en fait, le resto. Carm veut faire de ce resto un resto gastronomique, Voilà, en fait, alors que Rion, un petit peu, c'est quand même la raison pour laquelle il est venu là. Il a été traumatisé par un chef méga étoilé. Le mec se dit c'est une bonne idée de reproduire ça, alors qu'on sait que ça ne produit quasiment que de la violence. Et donc, toute la série, c'est les travaux. À cause de lui, les travaux prennent du retard. À cause de lui, qui ne prend pas ses responsabilités. Ouais. Et on nous fait croire que cette saison, développe les personnages secondaires qui ne sont vraiment pas du tout développés. C'est pas parce qu'on fait un épisode sur un personnage qu'on le développe. Au contraire, c'est encore pire, je trouve, parce qu'on nous fait croire que, regarde, il n'y a pas que le chef blanc qui fonctionne, on a un casting avec des gens non blancs, mais en fait, les gens non blancs n'existent pas dans cette série, quoi. Donc, en fait, pour moi, on se moque de moi. Beaucoup de défauts, effectivement. Et il y a une saison 3 qui va sortir, et on va voir s'ils pense que je ne la regarderai pas. On va régler nos comptes après, Nora. C'est ça. Je penche un tout petit peu du côté de Nora. Moi aussi, j'avais adoré la 1 et j'avoue que la 2 m'a un peu laissé de côté. On n'a plus de temps, mais d'une minute. Nora, je te laisse la parole pour terminer sur une pépite. Ça s'appelle 1670 et on ne pouvait pas passer à côté de cette série. Alors, le titre est nul, alors qu'on se le dise. Qu'est-ce que c'est d'appeler des séries comme ça? On va se dire, ah, c'est un truc historique boring, j'en sais rien. Bon, moi, j'aime pas les séries historiques spécialement. C'est une série polonaise. C'est une comédie, une grosse comédie polonaise. Si des gens ont déjà vu une des meilleures séries comiques du monde qui s'appelle Norsemen, qui est sur Netflix, que j'adore profondément, c'est le même genre. C'est une série qui se passe donc en 1670, spoiler, en Pologne. On suit un noble, sa famille, dans une ville rurale en Pologne. Il est débile à souhait, il est odieux. C'est une série historique parodique, donc il y a des anachronismes, évidemment, c'est fait pour. Il y a un des fils qui scrolle comme il scrolle sur Instagram, mais sur une espèce de truc en bois avec des illustrations, des gravures, enfin, ça mourir de rire. Donc, c'est un homme noble qui a des serfs, on est sur une société avec des serfs, qui traite évidemment n'importe comment. Il a 2 fils, un qui est curé et qui est odieux, un petit peu Geoffrey dans Game of Thrones, un autre fils qui est un beau gosse complètement débile, et une fille qui est ultra féministe et très justice sociale. Et donc, lui, il s'appelle Jan Paweł et il veut devenir le Jean-Paul le plus connu de Pologne. Il veut vraiment rentrer dans l'histoire. D'accord. C'est une série qui est très drôle et qui a quand même un message politique anticapitaliste derrière, puisqu'on est quand même sur un noble et sur un système féodal. Et ça dénonce quand même beaucoup le capitalisme. Mais c'est une série qui est vraiment à voir au premier degré, de façon très marrante. Et donc, n'ayez pas peur du fait que ce soit polonais, c'est-à-dire que parfois on a tendance à remettre de côté Alors, c'est pas doublé, mais vous pouvez la regarder en VO ou doublé, mais il y a les sous-titres. C'est vraiment, vraiment drôle. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une pépite. Et pareil, j'ai jamais entendu parler de cette série autrement qu'en arrivant sur ma home Netflix, comme quoi les algos parfois ça fonctionne. Donc voilà, 1670 pépites Netflix à regarder, c'est assez court en plus. Donc voilà. Bah voilà, vous étiez forcément passé à côté, sinon c'est que vous êtes vraiment très très calé et on ne sait pas trop ce que vous faites à écouter cette émission parce que vous avez déjà tout vu potentiellement. C'était notre best-of de l'année 2023. Merci à tous les deux, merci Nora, merci Florian d'avoir concocté cette belle playlist qu'on peut regarder pendant nos vacances finalement. On a encore un petit peu de temps avant d'attaquer le cru 2024 des plateformes. Peut-être sera-t-il meilleur que celui de 2023, on l'espère. Épisode suivant fait une petite pause pour le réveillon. On a aussi droit à des vacances. On se retrouve le 10 janvier pour une nouvelle émission. Je vous dis à très vite.